Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence sur le plurilinguisme, plus exactement la troisième conférence de notre cycle qui s'appelle « Explorer le plurilinguisme ». C'est un cycle qui est organisé par l'Institut français du Chili, avec évidemment l'ambassade de France du Chili. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir dans ce cycle Janaína Nazari Gomez, qui va nous être présentée dans quelques instants par Claire Carrère. Donc, je me présente, je suis Héloïse Thiolin, l'attachée de coopération pour le français. Et cette année, nous avons le plaisir pendant toute l'année de vous présenter un cycle autour du plurilinguisme qui est proposé, entre autres, dans le cadre de la rédaction de la nouvelle constitution au Chili, parce que nous avons parmi vous des amis du Chili. Je vais juste donner un petit mot en espagnol pour expliquer comment fonctionne la traduction, si vous me donnez une seconde, y après je reviens en français. Muy buenas tardes a todos y todas, y para los que quieren escuchar esa conferencia en español, tienen abajo una pequeña icona que le va a permitir escoger el canal. Tienen un canal en francés, un canal en español. Sencillamente colocan, pueden elegir el canal en español y seguir esa conferencia directamente en español. Ahora voy a regresar al francés y ustedes van a poder escuchar directamente en español. Donc, avant que Claire Carrère ne présente la conférence et qu'on écoute évidemment avec grand plaisir Janaína, je voudrais juste vous donner quelques toutes petites instructions, on va dire. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire directement dans le chat qui se trouve normalement en bas sur votre écran. En bas, vous avez l'accès au chat. Et également, si vous avez des questions qui pourront être posées par écrit en espagnol ou en français et que nous proposerons après sa présentation à Janaína, s'il vous plaît, les questions, vous pouvez mettre dans questions-réponses. Q&A, ça s'appelle, pour ceux qui l'ont en anglais, ou bien preguntas y respuestas. Et pareil, ça se trouve en bas, la petite icône. Donc, les commentaires dans le chat et les questions dans l'outil questions. Et bien entendu, s'il y a des questions auxquelles nous on peut répondre par écrit au fur et à mesure, on le fera avec plaisir. Donc, Janaína va faire cette présentation pendant un moment et ensuite on pourra répondre, enfin elle pourra répondre à vos questions que nous lui présenterons. Je tiens à préciser que Janaína nous a été présentée par le Centre de la francophonie des Amériques, qui est notre partenaire, donc pour ceux qui le connaissent et surtout ceux qui ne connaissent pas ce centre. Et si vous êtes dans les territoires américains, je vous invite à prendre connaissance de leurs actions. Et on remercie évidemment le centre ce soir pour ce formidable contact avec Janaína. Voilà, donc je vous souhaite un très bon suivi de conférence et puis on vous retrouve après la présentation de Claire et bien sûr la conférence offerte par Janaína ce soir, que je remercie tout particulièrement. Bonsoir tout le monde, bonsoir Janaína, merci pour cette conférence. Donc Janaína est docteure en sciences du langage. Elle a consacré sa carrière académique à l'étude des aspects linguistiques de l'apprentissage des langues non natives. Actuellement, elle est professeure et chercheuse de linguistique à l'Université de Saint-Boniface au Canada. Ses intérêts didactiques incluent l'approche interlinguistique de l'enseignement des langues. Et ses intérêts en sciences du langage considèrent les relations réciproques et dynamiques entre les contextes linguistiques et les locuteurs. Donc, Janaína, on t'écoute. Merci. Ok, bonjour Claire, bonjour Héloïse, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ok, excellent. J'ai du mal à ne pas voir les gens avec qui j'échange, mais ça va. Vous allez jouer le rôle, Claire et Héloïse, et vous pouvez tout le temps parler avec moi par le chat. Donc, juste avant de commencer officiellement, je voulais juste reconnaître que moi, en ce moment,
Je suis dans le territoire traditionnel de peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et sur la patrie de la nation métisse, donc où je suis, nous respectons les traités qui ont été signés sur ces territoires. C'est-à-dire que je suis à Winnipeg, au Manitoba, et non pas au Brésil, même si je suis brésilienne. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier, Loïse, Claire, pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Andrea, c'est celle que vous entendez en espagnol, donc qui me traduit. Merci à toi aussi pour faire en sorte que mes mots arrivent aussi aux hispanophones chiliens. Je tenais aussi à vous dire que c'est un grand plaisir d'être au Chili, même si virtuellement. C'est une terre que j'ai visitée quand j'avais plus ou moins entre 12 et 13 ans. Ça fait 20 ans donc que j'ai fait ces voyages au Chili, mais je me souviens toujours de la maison de Pablo Neruda à Viña del Mar et des Cordilleras. Donc, j'ai de très bonnes mémoires, même si ça fait très longtemps. Aussi, si vous remarquez un peu, je ne parle pas l'espagnol. Je fais semblant de le parler. Donc, vous allez voir, je vais prononcer quelques extraits, quelques mots en espagnol au long de la présentation. Mais si vous remarquez un accent, c'est parce que je viens du sud du Brésil. Donc, je suis beaucoup allée en Argentine, en Uruguay. Donc, j'ai un peu cet accent. Donc, pourquoi on m'a invité à parler, à échanger avec vous aujourd'hui? Donc, c'est comme Claire vous l'a dit, j'ai un doctorat, une maîtrise en sciences du langage. J'ai beaucoup bougé dans le monde, surtout au Canada, mais aussi surtout dans les Amériques. Donc, j'ai développé une expertise sur les langues en contact et surtout sur l'apprentissage et l'enseignement des langues. En ce moment, je développe un projet de postdoctorat justement sur la sociolinguistique. Donc, dans ce domaine, le plurilinguisme est l'une des thématiques centrales. Donc, comme bonne professeure que je suis, j'enseigne toujours. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour sur comment on va procéder aujourd'hui. Donc, vous pouvez à tout temps ajouter vos questions sur le chat, OK? Je vais essayer de faire de pauses. Ça, c'est nouveau pour moi, donc je vais essayer de faire de petites pauses au long de mon exposé pour être capable de répondre à vos questions plus au vif. Mais sinon, on va le faire. Il y aura beaucoup de temps à la fin. Surtout, ça peut être des questions, mais aussi des commentaires et des sujets autour desquels vous aimeriez échanger. Sinon, OK. Donc, j'ai essayé de préparer cette présentation en essayant de ne pas utiliser beaucoup de termes techniques, mais il arrive que c'est un domaine des connaissances, le plurilinguisme. Donc, je vais vous présenter quelques concepts, mais tout en essayant de faire le lien avec des situations réelles, donc de la vie du monde, parce que c'est dans le monde que nous avons du plurilinguisme. Donc, sur ce, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez en plein écran? Oui? OK, excellent. Alors, j'ai nommé enjeu plurilinguisme, enjeu perspective, mais en espagnol, l'Institut français, vous avez inversé ce que j'ai trouvé très bien. J'aurais dû le faire. Donc, perspective, enjeu.
enjeu parfois à cette connotation négative, ce n'est pas du tout. C'est juste que le plurilinguisme, c'est un potentiel humain et linguistique énorme, mais il faut du travail pour s'y adapter, pour créer une société plurilingue en effet. Donc, c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Donc, voici où on retrouve des langues en contact. Donc, j'espère que vous n'êtes pas en train d'attendre que de petits points commencent à apparaître sur la carte, parce que ce n'est pas le cas. Où qu'on aille, on retrouvera des langues en contact. Donc, même si je vais en parler plus tard, mais je vous donne juste un exemple, même si au Brésil, par exemple, nous reconnaissons seulement le portugais comme langue officielle. Cela ne veut pas dire que c'est seulement le portugais qu'on parle au Brésil. Déjà, en ce qui concerne les langues autochtones, on parle de 200 langues autochtones. Et ce, au-delà de toutes les langues des colonisateurs européens. Donc, ma grand-mère, elle parlait l'italien à la maison. Dans la ville d'où je viens, c'est une ville qui a des descendants de Polonais, d'Allemands. Donc, ces langues-là, elles continuent à exister. Elles ont changé, mais elles continuent à exister. Donc, c'est dans ce cadre mondial et plurilingue que nous avons les questions reliées aux langues en contact. Donc, quand on parle de plurilinguisme ou de langues en contact, là, c'est un peu ce sont des synonymes. On a deux manières de regarder les langues en contact. Les langues que nous, en tant qu'individus, nous avons dans notre tête et que nous mobilisons par l'écoute et par la parole. Donc, des individus, nous pouvons être plurilingues, mais des sociétés peuvent être plurilingues. Donc, plusieurs langues peuvent exister, coexister au sein d'une même communauté. Bon, on va commencer à parler de l'individu. Qu'est-ce qui arrive lorsque 2, 3, 4, 5 langues fonctionnent à la fois dans ma tête? Et par la suite, on va penser aux enjeux sociaux. Donc, l'une des choses les plus fréquentes qui ont lieu quand un individu, une personne parle plus d'une langue, c'est ce qu'on appelle l'alternance codique. Donc, surtout quand nous avons des interlocuteurs qui connaissent les mêmes langues que nous, on altère. Ça peut être un mot de l'espagnol et du français. On est en train de faire une phrase en français, on utilise un mot de l'espagnol. Ça peut être un mot, une phrase en espagnol, on utilise un mot en français. Ou ça peut être des groupes de mots, de syntagmes plus longs. Donc ici, par exemple, nous avons des Espagnols qui vivent en Suisse. Donc, la Suisse, c'est un pays qui a 4 langues officielles. Et ces Espagnols, ils sont aussi francophones. Donc, ils parlent, au-delà de l'espagnol, ils parlent le français. Donc, là, vous pouvez vous réjouir avec mon accent, ma fait semblance de parler espagnol. Alors, ahora con cabrones de ponérmelos en lo alto de la oficina, en lo alto de la mesa de la oficina. Sin explicación. Ça va pas ou quoi? Pour qui cet homme est imbécile qui apeste tabac? OK. Désolée pour l'exemple, mais c'était dans un article scientifique. Y subo y digo, dice, bueno, je vais voir si je trouve, je monte tout de suite. Donc, quand on a au moins 2 langues qui travaillent dans notre cerveau, ce type de phénomène est très, 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 très commun. Et on l'appelle l'alternance codique. Donc, vous voyez parfois
c'était juste l'utilisation du mot officine dans toute une phrase en espagnol, mais parfois, ça va être une phrase au complet. Ça va pas ou quoi? Porque se toma, ta, 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 ta. Juste un petit clin d'œil, j'imagine qu'il y a aussi des professeurs de français ici dans la salle. En général, dans l'enseignement du français, on a peur. Les profs ont peur quand les étudiants, les apprenants font ce type de stratégie. Donc, ou bien, c'est-à-dire que les profs ont peur quand les apprenants n'utilisent pas seulement le français, ne restent pas seulement dans dans la langue cible. Il arrive que ce type de stratégie des communications est inhérente au processus des communications. Donc, parfois, c'est parce que l'apprenant ne sait pas tout à fait un mot, il ne sait pas dire officina à la place de dire officine ou vice-versa, mais parfois, c'est juste parce que ça arrive en termes de communication. Et en général, c'est parce que cela, c'est un procédé normal des langues en contact. Un autre phénomène qui n'est pas un phénomène extraordinaire, c'est en fait quelque chose qui a lieu toujours, c'est ce qu'on appelle les interférences. Je n'aime pas du tout ce mot interférence, même si la didactique du français l'utilise fort souvent, parce qu'elle a une connotation négative. Alors que, de nouveau, quand nous avons des langues en contact, on va avoir un mixage. On va avoir un type de mélange quelconque à plusieurs niveaux de la langue. Donc, on peut parler, par exemple, à la question des sons, donc dans le domaine de la phonologie, de la phonétique. Bon, j'ai essayé d'utiliser des mots, des exemples entre l'espagnol et le français. En français, nous avons le B et le V très marqués. Nous avons le bol et le vol. On mange avec l'un, on voyage avec l'autre. Mais en espagnol, nous avons ces V qui n'est ni un B occlusif, B, ni un V. Donc, parfois, quand nous avons des apprenants de français qui sont hispanophones, donc qui parlent aussi l'espagnol, on peut avoir des productions comme « le bol arrive à 10 heures ». Oui, vous comprenez ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace à comprendre qu'en français, il y a la différence? Bien sûr. Parce que le bol et le vol, ce sont des choses différentes. Et le bol, il n'a pas de vie, donc il ne peut pas arriver quelque part. Mais le vol, oui. Mais il arrive que ce sont trois prononciations très proches, donc articulation dans la bouche, qui travaillent ensemble lorsque, par exemple, français et espagnol sont en contact dans le cerveau d'un individu. Un exemple de la syntaxe, donc de la manière de construire les phrases. Parfois, on peut, et ça je le vois, donc j'habite au Canada et je travaille en français, mais je vis plutôt en anglais. Et mes étudiants, c'est exactement la même chose, ils vivent le plus en anglais. Donc, je vois que parfois, ils vont faire des structures de phrases qui sont en anglais, mais avec des mots qui sont en français. Donc, j'ai ici un exemple juste entre espagnol et français. Donc, en français, nous disons « il pleut ». Donc, il sert à quoi le « il » ? Parce qu'il n'y a pas un « il », un homme, une entité masculine qui fait pleuvoir. Mais il faut un sujet pour la phrase en français. En espagnol, j'imagine qu'on dit juste « llueve ». Llueve, llueve. Donc, soyez s'il vous plaît compréhensifs avec ma prononciation.
Donc, j'imagine qu'on ne dit pas elle rêvait. Mais quand nous avons parfois deux langues en contact dans la tête, on peut parfois faire ce type de généralisation d'une langue à l'autre. Et ça ne veut pas dire que ce type de procédé ait lieu seulement avec des apprenants des langues. Comme je vous ai dit, plusieurs étudiants à moi qui parlent français et anglais font ça. Et ça peut être aussi des exemples au niveau lexical, donc des mots, du sens des mots. Donc, en espagnol, nous avons le verbe ser et estar. Ils ne veulent pas dire la même chose. Mais en français, malheureusement, je trouve ça, j'ai pitié pour le français, nous avons seulement le verbe être, qui ne donne pas assez de nuances pour dire ser et estar. Donc, j'ai déjà entendu un ami français qui s'en venait chez moi. Il m'appelle, il me dit « Soy en el supermercado ». Je comprends qu'il est en train de dire « je suis ». Et qu'en français, il n'y a pas les deux verbes. Mais en espagnol, on dirait « estoy », comme en portugais « esto ». Donc, encore une fois, ce type de mélange linguistique dans tous les niveaux de la langue, des langues, sont présents lorsqu'on parle des langues en contact. Une autre chose qui a lieu très souvent, donc c'est un phénomène reconnu dans le plurilinguisme, c'est la création de mots, qu'on appelle aussi des processus analogiques. Donc là, je vous donne l'exemple du chiac. Le chiac, il y a des linguistes qui vont dire que c'est une langue, il y en a d'autres qui diront que c'est seulement un dialecte. Moi, je le considère une langue. Et c'est une langue qu'on parle où? On parle surtout dans l'Est du Canada, dans certains territoires, surtout au Nouveau-Brunswick, donc qui est l'une des provinces à l'Est. Et le chiac, il fait en sorte que non seulement on reconnaît l'influence, le rapport entre deux langues, en général anglais et français, mais on crée des mots à partir de ce contact, de cette friction linguistique. Donc ici, par exemple, vous avez la phrase « et je vais tanker mon truck et de soir, puis et va le driver ». Donc, on ne va pas analyser toute la phrase parce qu'on pourrait passer 1 heure à analyser la phrase entière, mais vous voyez que j'ai ici « driver ». Donc, pour ceux qui parlent français, reconnaissent que le verbe termine en ER, qui est un peu l'équivalent, j'imagine, du AR en espagnol, ar. Donc, le verbe, quand on a besoin de créer des verbes nouveaux, on va toujours ajouter le ar en espagnol, même chose en portugais. En français, c'est le ER. Et le verbe drive, c'est un verbe de l'anglais. Donc, on prend la morphologie, la structure du mot du français et on ajoute le sens et la forme de l'anglais. Et on crée comme ça le verbe driver qui est utilisé. Donc, ce qui arrive toujours, mais là, toujours, pas seulement dans notre langue maternelle, c'est ce qu'on a toujours la tendance à croire, mais quand il y a 2, 3, 4, 5 langues en contact dans notre tête, c'est des processus de création de mots. Donc là, je vous fais un autre clin d'œil pour si nous avons des enseignants et des enseignantes de français ici. Les apprenants de français, ils sont aussi
des locuteurs d'une ou de plusieurs langues. C'est-à-dire que quand ils apprennent le français, ils mettent plusieurs langues à travailler dans la machine, dans leur tête. Ce que veut dire que ce type de procédé peut avoir lieu, non pas parce qu'ils font de fautes, mais parce que c'est inhérent, encore une fois, c'est normal de le faire quand il y a des langues en contact au cerveau, dans l'individu, dans la sphère de l'individu. Donc, juste petit résumé. Donc, l'individu et les langues en contact. Nous avons l'alternance codique qui va se faire toujours selon l'inventaire linguistique de chaque individu. Qu'est-ce que c'est l'inventaire linguistique? C'est nos bagages, ce que nous avons en termes de langue. Donc, si je suis capable de parler l'italien, l'allemand, le mandarin, l'arabe, le français, l'anglais, tout ça, ça va jouer d'une manière différente, distincte d'une autre personne qui parle oh my God, l'espagnol, le cri, le djiboué, l'occitan, le roumain. Oui, donc les créations des langues, le type d'alternance codique qu'on fera sera différent selon ce bagage linguistique et aussi selon nos locuteurs, nos interlocuteurs. Donc, si moi, par exemple, je suis capable de parler le portugais, le français, l'anglais et faire semblant de parler l'espagnol. Et je comprends un peu l'italien. J'ai des amis hispanophones. Quand ils viennent ici, ils viennent me rendre visite, ils parlent surtout l'anglais parce qu'ils savent que c'est la langue dans laquelle je suis plus confortable, mais ils ajoutent à tout le temps des mots en espagnol. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je comprends. C'est la tendance, on veut se faire comprendre. Donc, aussi, ça fait partie de ce phénomène de contact des langues, de privilégier le mélange avec les langues qu'on sait que la personne qui nous écoute et avec qui nous échangeons va nous comprendre. Même chose pour l'interférence, donc pour le mélange à plusieurs niveaux entre les langues. Et exactement la même chose pour le phénomène analogique. Bon, le phénomène analogique, c'est un peu différent en fait, parce que nous comme locuteurs, nous sommes très créatifs. En espagnol, seulement en espagnol, je ne sais pas, je n'ai pas des chiffres, mais ceux qui ont l'espagnol comme langue maternelle sont en train de créer des mots à tout le temps. C'est ce qu'on appelle aussi les néologismes. Mais on a tendance à accepter des néologismes pour des langues qui sont de langue maternelle et pas des langues, et pas au sein du plurilinguisme. Alors qu'au sein du plurilinguisme, donc des langues en contact, c'est où il y a énormément des créations de mots aussi. Mais ce n'est pas des créations qu'on prend d'ici et là-bas, c'est des créations qu'on prend un petit morceau de mots de cette langue, un petit morceau de mots de l'autre langue, et là, on forme quelque chose. Donc, quand on parle de plurilinguisme au niveau de l'individu, on est dans le domaine de l'hétérogénéité et de la singularité. Chacun fait des alternances, des interférences, des processus analogiques de manière un petit peu différente de l'autre personne. Ce qui nous fait singulière et ce qui nous fait aussi divers. Là, j'aimerais voir s'il y a des questions pour le moment. Donc, c'est le temps aussi pour moi de prendre une gorgée d'eau. Écoute, Janaïna, pour l'instant, on n'a pas reçu de questions, donc j'en conclus que pour l'instant, l'exposé est très clair. OK. Wow, OK, nous sommes à 38, je n'avais pas vu augmenter. Donc, maintenant, je passe
au plurilinguisme en société. Donc là, les choses deviennent peut-être pas plus compliquées, mais les enjeux deviennent majeurs. Donc, encore une fois, dans tout ce pays, tous ces pays, toutes ces régions, tous ces continents, nous avons des langues en contact. Là, ce n'est plus seulement des individus qui parlent plusieurs langues, mais ce sont des communautés d'individus qui soit parlent plusieurs langues ou plusieurs communautés qui parlent des langues diverses. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Comment est-ce qu'on gère ces plusieurs communautés linguistiques? Est-ce qu'on le reconnaît toutes comme langue officielle? Est-ce qu'on en reconnaît seulement une? Nous avons plusieurs cas. Donc, tout d'abord, je vais parler un peu de ce que nous appelons des phénomènes sociolinguistiques. Et après, nous avons parlé donc des politiques linguistiques, de la planification linguistique. Quand on parle de phénomènes, pourquoi? Je refais ma question. Pourquoi c'est important de parler, de connaître le phénomène sociolinguistique? Parce qu'en général, les politiques linguistiques, elles sont créées pour gérer ces phénomènes. Elles sont mises en place pour répondre aux enjeux que ce phénomène pose. Donc, de quel type de phénomène nous parlons? Diglossie, assimilation, langue véhiculaire, pidgins et créole. Tous ces 5 phénomènes, ils sont socio-linguistiques. Ils ne sont pas seulement linguistiques. Donc, ils n'ont pas seulement lieu dans la tête des individus. Ils ont lieu aussi socialement. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on commence par la diglossie. Di, donc c'est 2. Glossie, ça a à voir avec la langue. Il y a des sociétés où il y a au moins 2 langues ou 2 variétés de langues qui coexistent. Mais elles ne coexistent pas de la même manière. Donc, dans ces 2 langues, ces 2 variétés de langues, elles ont des fonctions sociales différentes. C'est pour ça qu'on appelle ce type de phénomène socio-linguistique. Par exemple, la variété qu'on appelle haute, et quand on dit haute, c'est parce que c'est une variété de prestige. OK? On va la parler à l'église, on va l'utiliser dans les lettres, donc on va écrire des livres dans cette langue, les médias vont se passer, vont communiquer dans cette langue. Les discours, le président, le premier ministre vont communiquer dans cette langue. Tout le savoir va être produit dans cette langue qui est plus prestigieuse. Alors que la variété basse ou moins prestigieuse, elle va être plutôt employée dans des conversations familiales, donc elle va appartenir au foyer, à l'espace intime, ou encore dans la littérature populaire, dans la littérature orale. La variété plus prestigieuse, c'est aussi la variété qui est en général standardisée. Qu'est-ce que c'est ces grands mots standardisés? C'est que nous avons déjà créé des grammaires, des dictionnaires. Nous avons déjà créé des codes
très strict d'utilisation de cette variante. Et là, on commence aussi à travailler beaucoup plus avec la notion de faute. Parce que si on ne suit pas ce code strict, on n'est pas dans la ligne droite de cette variété prestigieuse. La variante basse, elle est celle que nous avons naturellement. En général, c'est celle de la maison. Donc, j'entends maman, papa parler, c'est celle que j'apprends. Après, c'est pour ça, l'une des fonctions sociales de l'école, c'est justement de nous faire apprendre la variété prestigieuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, avec des degrés beaucoup plus ou moins forts, nous avons des états de diglossie. Même si nous parlons d'une seule langue, nous avons la variété que nous considérons prestigieuse, celle avec laquelle je dois écrire mes articles scientifiques au Brésil, et celle que c'est mieux que je l'utilise à la maison. Oui? OK. Donc, un exemple. Mais cet exemple, je vais vous le donner dans le cas où ce n'est pas de variété des langues, mais de langue en tant que telle. Bon, l'Haïti est un pays qui a subi d'énormes difficultés tout au long de son histoire. C'est un pays qui a connu l'esclavage. Et avec l'esclavage, on a eu la création du créole haïtien. Je vais parler un peu plus tard de la formation des créoles. Mais c'est-à-dire que la grande majorité de la population en Haïti parle les créoles. C'est un pays où ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'éducation. Comme d'ailleurs dans la la majorité des pays en Amérique latine. Et l'éducation, même si la majorité de la population parle le créole, l'éducation se fait en français. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accès à l'éducation n'ont pas accès non plus à la langue française. Et c'est cette langue qui est la langue plus prestigieuse. La langue que nous allons retrouver dans la plupart des affiches de l'affichage public, par exemple. C'est la langue dans laquelle les lois vont être rédigées. C'est la langue dans laquelle l'université va se passer, les études universitaires. Donc, nous avons là une situation où il y a deux langues en présence, mais une est considérée plus prestigieuse que l'autre, même si l'autre est parlée par une majorité. Et donc, ça a créé une situation de diglossie. Et c'est, par exemple, en voulant changer cela, équilibrer le poids social des deux langues, qu'on pourrait envisager des politiques linguistiques, dont on va parler plus tard. Je vais continuer. Un autre phénomène qui a lieu très fréquemment, en général quand il y a des situations de diglossie, c'est l'assimilation. Mais là, la diglossie, elle est en tout cas. Qu'est-ce que c'est l'assimilation? Ici au Canada, on vit à l'extérieur du Québec. On vit ça tous les jours. C'est une question majeure pour les débats sur les langues. Donc, il y a un groupe majoritaire qui est le groupe qui parle l'anglais. Comme je vous ai dit, je travaille en français, mais j'achète mon pain en anglais.
C'est ça, c'est le deal. C'est le contrat social que nous avons. OK? Si jamais je ne travaille plus en français et je commence à travailler en anglais, et je n'ai pas beaucoup d'amis qui sont francophones aussi, donc j'arrête de parler le français, et j'ai des enfants, et mes enfants, je les envoie à l'école anglophone, mais à un moment donné, je ne parle plus français. Et donc, j'ai perdu mon français. Je ne vais pas non plus le transmettre des générations en génération. Donc, ça, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est pas mal ce qu'il a eu avec la colonisation de l'Amérique latine aussi. C'est pour ça qu'au Brésil, on ne parle plus les Guarani, qu'au Canada, on ne parle plus les cris, le djiboué. On parle ici le français et l'anglais. Au Brésil, on parle le portugais. Et chez vous, l'espagnol. Donc, l'assimilation a un rapport avec la quantité de locuteurs, mais aussi avec le prestige d'une langue. OK? Elle aussi, il y a des facteurs qui vont, d'une certaine manière, empêcher ou qui vont offrir de la résistance au processus d'assimilation. Par exemple, les questions identitaires. Je tiens à mon français, je tiens à ma francophonie, je vais continuer à le parler, je vais me faire des amis s'ils le font en français, je vais envoyer mes enfants à l'école en français parce que je tiens au français. Ça peut avoir lieu avec des langues autochtones, exactement la même chose. Donc, les questions identitaires peuvent être une résistance ou parfois, il y a des générations qui se voient assimilées, qui ont un peu des crises identitaires, donc qui connaissent l'histoire de leur famille dans une langue, qui se rendent compte qu'il n'y a plus cette langue dans la dynamique familiale et qui se demandent, OK, mais quelles sont mes racines? Puisque la langue, en général, elle est un facteur identitaire très fort. Quel est le problème, disons, plus pragmatique, plus concret des processus d'assimilation? Ben, parfois, on commence à perdre nos droits. Donc, si il y a un groupe, donc une société, plusieurs communautés linguistiques, mais il a une communauté linguistique plus forte. Et c'est cette communauté linguistique plus forte aussi qui détient le pouvoir. Donc, qui décide d'où le budget va, à qui l'argent va être accordé. Donc, si on commence, par exemple, à cause des processus d'assimilation, à avoir moins de locuteurs d'une langue, on peut tout simplement dire, ben, il n'y a pas assez de locuteurs, on ne donne pas d'argent à cette communauté linguistique-là. Donc, vous voyez que les phénomènes, ils ne sont jamais seulement linguistiques, mais ils sont sociolinguistiques. Ils ont des effets sur la dynamique sociale, sur comment on gère cette diversité linguistique et enfin, ces communautés linguistiques. Il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, ne résonne pas beaucoup dans le contexte de l'Amérique latine, mais qui s'appelle, ben, ce sont les langues véhiculaires. Quand j'enseigne, je travaille sur cette thématique à mes étudiants, je leur donne l'exemple suivant. Imaginez que à la place de faire un Big Brother Chili, est-ce que vous avez le Big Brother, l'émission de télé? Non? OK. C'est une émission. Pardon? Je ne sais pas, je ne regarde pas la télé. OK. Ben, c'est qu'au Brésil, c'est très célèbre. Mais
Une émission où on choisit, disons, une vingtaine de participants. On les met dans une maison pour vivre ensemble. Donc là, on va faire des compétitions. Le but, en fait, c'est de gagner. Les gens qui participent veulent gagner 1 million de réals, 1 million de quelque chose. L'exemple que je donne, c'est imaginez si on fait la même chose, mais pas pour gagner de l'argent, pour faire une expérience linguistique. On met des gens dans une même maison qui ne parlent pas du tout les mêmes langues. Qu'est-ce qui arrive? Imaginez qu'on met 10 personnes, 20 personnes, des langues complètement différentes. Des personnes qui ne sont ni bilingues ni plurilingues, parlent seulement une langue. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Je vais parler de 2 possibilités. Mais la première, c'est que parmi ces diverses langues parlées, on finit par élire inconsciemment, ce n'est pas conscient, mais par élire l'une des langues comme étant le code dans lequel nous allons communiquer. Ça ne veut pas dire que ce sera une communication très complexe, très approfondie. On ne va pas faire des débats philosophiques dans cette langue, mais on va être capable d'échanger. OK, moi, je veux une pomme et je te donne un peu de riz. Donc, on peut élire, par exemple, la langue. Mettons que c'est aussi la langue de la personne la plus communicative de ce groupe de 10, de 20 personnes. C'est la personne qui parle avec tout le monde et qui essaye de parler, qui essaye de dire « je », qui essaye d'enseigner un peu les mots qu'il connaît à d'autres personnes. Et donc, c'est cette langue qui devient la langue véhiculaire. Ça, c'est un phénomène par excellence des lieux où cohabitent plusieurs langues. Là, on parle de 6, de 7, de 8. Donc, au Sénégal, par exemple, Martine, à un moment donné, a fait une enquête dans des écoles. Et on a retrouvé 7 langues maternelles. Le Wolof, le Peul, le Serer, je ne sais pas comment on prononce, le Manding, le Diola, le Manjaf, le français. Vous voyez que donc ça veut dire que les enfants, la première génération, parlaient ces langues. Et la chercheure, à un moment donné, est allée faire la même enquête dans un marché, donc avec d'autres générations. 2 générations de plus, 3 générations de plus. Et elle a remarqué qu'il avait surtout 3 langues parlées. Le Wolof, le Peul et des mélanges entre Wolof et français. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que parmi toutes ces 7 langues en contact, il y a 3 langues qui sont considérées des langues véhiculaires. Et qu'est-ce que ça nous dit derrière cela? Que ces populations reconnaissent dans le Wolof, dans le Peul et le mélange Wolof-français comme étant des langues qui seront plus comprises dans les échanges quotidiens. Donc ça, quand nous avons des quantités de locuteurs très importantes et des quantités de locuteurs qui ne se font pas assimiler, on peut avoir la création d'une langue, on peut élire l'une des langues en présence pour être la langue véhiculaire, ou bien on peut tout simplement créer une nouvelle langue. Ça, c'est la deuxième possibilité de ce Big Brother linguistique que je vous ai invité à imaginer dans vos têtes.
Et enfin, donc, deux autres phénomènes qui ont lieu quand deux langues sont en contact, deux ou plusieurs langues. Ils sont de phénomènes continus, mais on fait la différence. Vous allez voir pourquoi. Donc, le premier, c'est le Pidgin, qui est en général la nomenclature, donc le concept, la notion qu'on attribue à la langue que est créée avec, entre des langues européennes dues à la colonisation et des langues autochtones sur place ou bien avec l'ajout des langues africaines. Donc là, nous avons le Pidgin. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que, imaginez, donc on prend l'esclavage. C'était des Africains de plusieurs tribus, de plusieurs communautés linguistiques qui ne parlaient pas la même langue, qui étaient amenés sur une place et auxquelles une langue européenne était imposée. Donc, ce processus-là faisait en sorte que on a besoin de communiquer. L'être humain a besoin de communiquer. Mais comment est-ce qu'on communique si on ne parle pas la même langue? Ben, on commence à créer des mots. On commence à utiliser un mot de cette langue, un autre mot de cette langue, un autre mot de cette langue, pour dire, moi, j'aimerais une pomme, je te donne un peu de riz. Donc, c'est dans ce cadre que les Pidgins, ils sont nés. Mais ils sont en général la langue seconde des locuteurs. Les locuteurs ont tous et toutes une première langue maternelle, 2, 3, 4, 5 langues maternelles. Et en plus, ils apprennent à parler le Pidgin. Ce qui est différent des créoles. Les créoles, c'est le Pidgin qui se sont développés. Et ils deviennent la première génération, la première langue des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième génération. C'est le cas, par exemple, de l'Haïti et de plusieurs d'autres pays. Donc, ces deux langues aussi ont ce rapport entre groupe dominant et groupe minoritaire, mais surtout les créoles, c'est une langue à part entière. Ce n'est pas, ça c'est pas mal un consensus. Donc, ce n'est pas un dialecte, ce n'est pas une langue, une mauvaise langue, c'est une langue qui a connu, qui a développé surtout une syntaxe, un ordre d'organisation des mots dans les discours. Est-ce que nous avons des questions, des commentaires pour le moment? Non, pour l'instant, aucun commentaire, c'est toujours très clair. Ou ce n'est pas du tout intéressant, mais les gens continuent là, donc j'imagine que ça va. OK. Donc, la grande question, c'est, et puis, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Il y a des individus qui parlent plusieurs langues, il y a des communautés linguistiques qui parlent soit plusieurs langues, soit chacune parle des langues différentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est le moment où on rentre dans les questions de politique linguistique et de planification linguistique. OK. Je vais, pour ne pas me perdre. Donc, les politiques linguistiques, c'est la prescription, c'est une décision juridique sur le statut d'une langue, de plusieurs langues, d'une centaine de langues. Donc, au Brésil, nous sommes la politique linguistique, elle est monolangue. On a seulement le portugais comme langue officielle. L'utilisation, l'enseignement des langues autochtones ou des langues étrangères comme le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand,
c'est décidé pas dans la Constitution, mais dans des lois inférieures. Donc, vraiment, en ce moment, il y a une bataille au Brésil pour ne pas retirer l'enseignement, la possibilité d'enseignement des langues autres que l'anglais et l'espagnol. Donc, c'est une bataille. Mais ce n'est pas au niveau de la Constitution. Au niveau constitutionnel, nous sommes monolingues. Le Canada, c'est différent. Au Canada, constitutionnellement, on reconnaît le bilinguisme français-anglais. En Bolivie, on reconnaît officiellement, constitutionnellement, le plurilinguisme. Quand je fais cette différence entre constitution et lois inférieures, des lois, il me manque le terme juridique, mais donc des lois qui sont inférieures à la Constitution, ça veut dire que, juste pour rappel, la Constitution en général, c'est l'instrument juridique le plus important d'un pays ou d'une nation. On ne peut pas avoir des lois qui disent des choses contraires à ce qui est prévu dans la Constitution. Donc, si dans cet instrument, on reconnaît comme un pays comme étant monolingue, bilingue ou plurilingue, ça veut dire que toutes les autres instances de la société peuvent être affectées par cette prédisposition constitutionnelle. Je tiens pourtant à vous rappeler que le fait de ne pas reconnaître le plurilinguisme qui existe au monde, dans tout le monde, ne l'efface pas. Donc, une chose, c'est la reconnaissance juridique, une autre chose, c'est la reconnaissance du plurilinguisme de facto, qui est pas mal ce que les linguistes et les sociolinguistes font, et insistent à rappeler les États. Donc, la politique linguistique, c'est vraiment les lois. C'est vraiment, pas les lois, mais c'est ce qui est prévu du point de vue juridique législatif. Et les politiques linguistiques peuvent déterminer plusieurs choses. Donc, elles peuvent déterminer la forme de la langue. On peut avoir des lois ou en général non, mais des déterminations constitutionnelles qui va dire nous n'écrivons plus graphie avec PH en français, avec F, j'imagine en espagnol, nous l'écrivons avec un V. Point. On peut légiférer sur ça. On peut aussi légiférer sur l'usage des langues dans des contextes spécifiques. Donc, quelle est la langue qui va être utilisée pour l'éducation? Dans quelle langue les lois doivent être rédigées? Par exemple, ici au Canada, il a pris, c'était, si je ne me trompe pas, en 1969, qu'on a enfin reconnu que tout le matériel officiel du gouvernement fédéral devrait être rédigé dans les deux langues. C'est tout récent, c'est hier ça. C'est hier. Et on peut aussi choisir de renommer une langue. Donc, à la place de l'appeler espagnol, on va l'appeler castillan. Au Brésil, on pourrait décider, on ne veut plus dire que notre langue, c'est le portugais. On veut dire que c'est le brésilien, comme c'est d'ailleurs plusieurs Français l'appellent le brésilien et non pas le portugais brésilien. Ou bien le Québec, donc une province ici du Canada, peut décider, on ne parle plus le français québécois, on parle juste le québécois.
Donc, une politique linguistique, une loi, une législation, elle peut porter sur des choses aussi simplistes peut-être que ça. En général, pour développer une politique, donc pour décider de créer une loi qui va déterminer quelles sont les langues qu'on utilise dans l'éducation. Donc, quelle langue on va alphabétiser nos enfants? En général, on a besoin de données. Donc, on commence par des données quantitatives. Combien de langues, et il existe sur place, combien de locuteurs parlent ces langues? Je vous donne un exemple. Donc, j'ai une langue parlée par 1 million de locuteurs et une autre langue parlée par 50 locuteurs. Est-ce que ces deux langues devaient être considérées comme étant des langues officielles? Je sais que votre réponse, d'un point de vue pragmatique, c'est de dire non, j'ai une majorité qui ne parle pas. Mais bon, mais ceci, si ces 50 locuteurs sont en fait un peuple qui est en voie de disparition, qui se fait assimiler. Est-ce qu'on ne devrait pas le soigner? On ne devait pas le préserver? Donc, les questions ne sont pas faciles, OK? Nous devons aussi voir des questions, des données juridiques. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà au niveau législatif du point de vue de la politique linguistique? Quelle langue je reconnais et quelle langue je ne reconnais pas? Des questions fonctionnelles, donc de la fonction des langues dans la société. Est-ce que j'ai des langues véhiculaires? Est-ce que j'ai des langues qu'on utilise seulement à l'église ou dans toutes les... J'utilise ici l'exemple église, mais je devrais utiliser un mot un peu plus neutre. Mais vous comprenez, donc à l'usage religieux. Comment des données diachroniques, donc analysées dans l'histoire, comment est-ce que ces langues se sont étendues dans les territoires? Est-ce que ces langues sont transmises à la prochaine génération ou pas du tout? Est-ce qu'il y a de l'assimilation? Est-ce qu'on veut parler d'autres langues? Il y a des gens qui ne veulent pas être bilingues ou plurilingues ou trilingues. Je ne comprends pas ces personnes, je les respecte. Je ne le comprends pas parce que moi, j'aimerais parler une quinzaine, une vingtaine de langues, mais il y a. Donc, quels sont les sentiments linguistiques des locuteurs envers ces langues? Et quand il y a plusieurs langues dans une société, parfois, ces langues sont en concurrence. C'est le cas, encore une fois, du français et de l'anglais dans certains endroits ici au Canada. Si on parle plus l'anglais, on parle moins le français. Donc, tous ces types de données doivent nous aider à penser des politiques linguistiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prévoir dans la loi. Le Chili, donc, pour revenir à la grande question, vous êtes en plein effervescence constitutionnelle, donc de récréation, de refondation de la Constitution. Ce qui veut dire, quand on fait la refondation d'un pays, on refait la Constitution, c'est le moment vraiment de penser qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller et comment nous voulons y aller. Donc, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais j'ai un peu fouillé et j'ai retrouvé au moins deux propositions à la nouvelle Constitution. Une de ces propositions, elle est très importante parce qu'elle a été proposée, elle a été conçue dans le cadre de la Commission sur les principes constitutionnels, sur la démocratie, sur la nationalité et la citoyenneté.
C'est-à-dire qu'au niveau des lois, des dispositions les plus importantes, cette proposition, elle est là. Donc, l'article 12, plurilinguisme. Le Chili est un État plurilingue. Son idioma officiel est el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado plurinational. C'est génial ça, comme quelqu'un qui adore le plurilinguisme, ça, c'est ce que j'aimerais par exemple voir au Brésil. Mais ça oblige plusieurs actions par la suite. Quand on reconnaît, par exemple, que l'espagnol, le castellano est l'idiome officiel, tout comme les langues autochtones, on doit prévoir des écoles, on doit faire la formation des enseignants dans ces langues autochtones. On doit créer un bureau de traduction vers ces langues autochtones. On doit commencer à changer l'affichage public pour le mettre aussi dans les langues officielles. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des gros défis insurmontables, pas du tout, mais ça exige du travail. Déjà, c'est du beau travail de l'avoir dans la Constitution, je vous l'avoue. J'avais peut-être une autre chose à dire que j'ai oublié, donc je vais continuer. Donc, dans une autre commission sur les systèmes de connaissances, les cultures, la science, la technologie, les arts et les patrimoines, nous avons l'article 15, la prévision, donc, sur le patrimoine linguistique. El Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que serán objeto de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnérables. Alors là, c'est, je reviens par exemple à ce que je vous ai dit par rapport aux données quantitatives. Nous avons 1 million de lecteurs pour une langue, 50. Mais est-ce qu'on doit perdre ces 50? Non. Le Chili, justement, on peut prendre la décision que oui. Mais pour le moment, ce que nous avons comme proposition, c'est de non. Nous n'aimerions pas perdre ces langues. Et juste une autre chose, donc pour partager l'exemple du Canada, quand on dit zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena, en général, dans les questions constitutionnelles, on laisse très ouvert. Et quand je dis zones de haute densité populationnelle, c'est ouvert. On ne dit pas combien. Qu'est-ce qu'on considère comme haute densité populationnelle? Au Canada, on a essayé d'adopter exactement ce type de syntagme, donc d'accorder le droit à l'éducation et à des services publics à des régions, ce n'était pas à haute densité, mais quelque chose comme ça, et ça n'a jamais eu lieu. Donc, ça, c'est les zones de haute densité populationnelle. C'est très important que ce soit, par exemple, réglementé dans la loi tout de suite après. Parce que sinon, ça reste au pouvoir décisionnel, gouvernemental, de décider
qu'est-ce qu'on considère comme étant de zones de haute densité populationnelle. Donc, une fois qu'on a décidé, nous avons le libellé, nous avons des articles constitutionnels, nous avons des lois, il faut mettre les projets en action. Et c'est ce que nous appelons la planification linguistique. Donc, on va essayer on doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l'application. On doit mobiliser une partie du budget du fédéral ou du provincial pour accorder, pour qu'il y ait la mise en œuvre de la politique linguistique. C'est répété. Je vais passer parce que je n'aime pas cette diapo. Donc, nous avons j'ai mis entre guillemets les problèmes parce que ce sont de bons problèmes. Ce sont des problèmes qu'on peut résoudre avec beaucoup de travail, mais ce sont de très bons problèmes. Mais donc, en Amérique latine, nous avons plusieurs langues autochtones. Le Chili décide de reconnaître officiellement ces langues autochtones. La grande majorité de ces langues, ce n'est qu'oral. Donc, probablement, elles n'ont pas de système écrit. Donc, est-ce qu'on les garde comme ça ou bien est-ce qu'on veut la standardiser? On veut qu'elle soit les langues de l'école aussi. Ou on veut traduire toutes les lois ou offrir des services dans toutes ces langues. Donc, ce sont des questions qui demandent beaucoup de réflexion, des choix. Et il n'y a pas de choix bienheureux ou malheureux, ce sont des choix. On ne peut pas, c'est un champ d'action très difficile. Ou bien, par exemple, il a des langues qui n'ont tout simplement pas le vocabulaire de l'informatique ou de la science, parce que ce sont des langues utilisées plutôt dans le foyer ou dans petits villages, dans de petites communautés. Mais on veut que ces langues, elles soient apprises par toute la population, ou bien on veut que ces langues puissent être transmises dans sa communauté, dans sa situation plus locale. Ben, là, il va falloir créer des mots adaptés au contexte, à la vie. Donc, voilà pour les langues orales, surtout, qui sont les cas des langues autochtones. C'est pour ça que je mets l'accent sur ça. On doit créer un système d'écriture. Parfois, on doit faire la description phonologique. Si on veut enseigner ces langues aussi, pas seulement comme langue maternelle, il faut développer des techniques d'enseignement. Il faut décrire ces langues. Comment est-ce que je fais une phrase dans cette nouvelle langue? Je dois décider de l'alphabet. Je dois l'appliquer dans tous les systèmes d'enseignement. Mais à la fois, donc, si je reconnais 100 langues officielles comme étant, 100 langues comme étant langues officielles d'un pays, est-ce que je vais obliger tout le monde d'apprendre les 100 langues? Vous voyez? C'est très, très complexe. Donc, en bout de compte, une chose qui va être faite, c'est la réorganisation du paysage linguistique aussi. Donc, dans quelle langue je vais mettre les affiches? Arrêt de bus. Ici, par exemple, à Winnipeg où j'habite, quand on va au quartier qui est reconnu symboliquement comme étant francophone, nous avons stop, arrêt. Si on s'en va 50 mètres à l'extérieur de ce quartier, nous allons retrouver seulement stop.
c'est le type de décision que la planification linguistique nous permet de faire. Donc, j'ai beaucoup parlé, ça fait plus d'1 heure. J'espère vous avoir donné des éléments de réflexion pour la question du Chili, mais pour la question mondiale, le plurilinguisme, ce n'est pas par hasard que j'ai tellement tapé la carte mondiale pour vous. Donc, je suis à vous, ouverte pour des discussions. Et vous avez là mon courriel si vous voulez me contacter par la suite. Merci beaucoup, Janaï, pour ta longue et très intéressante intervention. Et merci en particulier d'avoir pris le temps de regarder un petit peu ce qui se passe ici au Chili. On est dans une situation qui est en train de bouger, comme tu l'as souligné. Donc, pour l'instant, rien n'est sûr ni dans un sens ni dans l'autre, mais c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de pouvoir y réfléchir. Certainement que beaucoup de personnes qui suivent cette conférence sont des personnes intéressées par le concept et probablement en faveur du concept de plurilinguisme et de multilinguisme. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de souligner aussi les difficultés que ça représente et le travail que ça représente. Et non pas seulement de dire le plurilinguisme, c'est formidable. C'est un petit peu pour ça qu'on fait ce cycle aussi, de dire, voilà, un enfant qui apprend plusieurs langues, c'est formidable. Une société avec plusieurs langues, c'est formidable. On sait que c'est plus compliqué que ça. Je crois que la question du Canada est un petit peu différente de la question du Chili. En tout cas, moi, quand je parle avec nos amis du Centre de la francophonie, c'est vrai que je remarque une chose, c'est que comme il y a déjà 2 langues, on va dire, de colonisation qui sont en concurrence finalement l'une avec l'autre, je remarque souvent que les francophones essayent toujours de regarder le français par rapport à l'anglais, et que les langues indigènes sont un petit peu parfois dans cette réflexion laissées de côté parce qu'il y a déjà cette souci-là. Alors qu'au Chili, il n'y a qu'une seule langue de colonisation qui a pris le dessus, c'est l'espagnol. Ce n'est pas du tout la même histoire de la colonisation. Et donc, là, il y a plus de place et les autres langues sont des langues étrangères, des langues de migration et bien sûr la langue indigène. Mais pour les langues indigènes, je pense qu'il y a peut-être plus de place à leur donner et c'est ce sur quoi on peut réfléchir. On ne va pas avoir malheureusement le temps ce soir de faire des grands débats là-dessus, mais j'espère que ça pourra ouvrir ces débats-là. On a reçu, pour l'instant en tout cas, principalement 2 commentaires dans le chat. Et une question. Non, et une question. Alors, est-ce que tu veux commencer par la question, Claire? Si tu as tout lu, peut-être que tu peux… Oui. Alors, il y a une petite question de Tarcilla Idialborde. Dans le chat, il y avait une question. Muy interesante. ¿Qué sucede con los dialectos? Alors, ça, c'est un débat. Je n'ai pas du tout des réponses fermées par rapport à ça. D'abord, la propre notion de dialecte, elle est parfois remise en question. Par exemple, je parlais de ma grand-mère qui parlait l'italien. Nous, on reconnaît comme étant du dialecte italien. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce n'était pas tout à fait la manière dont on parlait en Italie? Mais bon, si on s'en va au nord et au sud d'Italie, on ne parle pas du tout le même italien non plus. Donc, parfois, ce qu'on appelle les dialectes, ce sont des variations non standardisées d'une langue. Et quand je dis non standardisée, c'est que c'est moins prestigieux. Je ne comprends pas tout à fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que, Tarcilla, tu pourrais peut-être me dire quel était ton raisonnement derrière cela? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Mais c'est-à-dire que ce qu'on appelle les dialectes,
ça peut renvoyer soit des variations non reconnues ou non prestigieuses. Au niveau linguistique, c'est ce que nous avons comme langue. La seule langue étatique qui ne change pas, c'est celle des dictionnaires, des grammaires, des livres, et même pas des livres de littérature, parce que dans la littérature, on fait beaucoup de changements, on fait beaucoup de créations aussi. Donc, le dialecte, du point de vue linguistique, il renvoie à cette variation. Du point de vue sociolinguistique, donc du prestige des langues, en général, on a la tendance à faire, à classer comme, disons, la langue, la variante standardisée et les autres comme des variantes dialectales. Mais du point de vue seulement linguistique, ce sont des langues à part entière. Alors, je vois, parce que moi je suis en train de lire en même temps, qu'il y a autre chose sur la question des dialectes. Je vais te lire. Donc, il y a José Reyes qui nous dit, très intéressant, ce n'est pas une question, mais il y a un phénomène qui m'interpelle beaucoup entre différents dialectes de l'espagnol, comme le chilien, l'argentin, le péruvien, etc. Et le français, au moins le français de France. Ce phénomène est el besre. Ok, ce phénomène, c'est le verlan. Le verlan, c'est ça. Oui. Ok, pardon. El vestre en espagnol, al revés, et le verlan en français, où on inverse les syllabes, par exemple. Ñova en vez de baño, donc ñova à la place de baño, et en français, cimer au lieu de merci. Je me demande si on ne pratique aussi ça au Canada. D'accord, donc ça, c'est savoir si on a ce genre de je ne sais pas si on peut appeler ça un sociolecte ou comme ça, de petits changements de la langue dans lesquels on va se comprendre peut-être un peu dans l'entre-soi. Oui. Déjà, Héloïse, tu n'as pas besoin de traduire. Non, en fait, je dis en français s'il y a des gens qui ne comprennent pas l'espagnol. Je sais que toi, tu comprends. C'est au cas où il y en a qui ne comprennent pas. Je pense que ce n'est pas le cas à voir les gens que je vois dans la liste, mais on ne sait jamais. Mais on va non, donner des bénéfices du doute que ce n'est pas parce qu'on a un nom hispanophone qu'on parle espagnol. C'est bon, c'est vrai, mais c'est juste que tu auras remarqué que je suis pas une c'est très bonne tellement difficile de... Non, c'est difficile de faire ça au show. On n'est pas Andrea, par exemple. Exact. Mais non, donc non, ça n'existe pas. Du moins, je n'ai pas encore entendu au Canada. En termes de phénomène, donc de sociolecte, c'est vraiment le mélange anglais-français dans ces plusieurs niveaux, donc alternance codique, des phrases qui commencent en français, qui terminent en anglais et vice-versa. Ce que je voulais dire, par contre, c'est que ce type de phénomène, il est un phénomène linguistique parce qu'on travaille dans la langue et d'après la langue, mais il est surtout un phénomène sociolinguistique, encore une fois. Dans le sens où on veut se marquer. C'est exprès. On fait exprès de faire cette inversion, en général, pour marquer quelque chose. En France, ça veut dire, en général, je n'appartiens pas aux classes bourgeoises ou aisées, je m'inclus, je m'identifie dans une autre classe sociale. Je ne sais pas si c'est le même cas pour l'espagnol. Et peut-être ce n'est pas du tout la même motivation. Mais c'est une décision, d'une certaine manière, de faire cela. Pour commencer, on connaît, comme locuteur, on connaît les mots dans l'ordre qu'ils sont. Donc, si on veut l'inverser, il faut faire un peu d'effort. Après un moment, 1 an, 2 ans, qu'on parle comme
en verlan, par exemple, c'est sûr qu'on va juste s'approprier l'inversion et la reproduire. Mais au début, c'est conscient, c'est une décision politique de le faire. Donc, pour le moment, ce phénomène n'est pas encore arrivé au Canada, mais la langue est très, très dynamique. On a un autre commentaire de Jordela qui nous dit, je vois qu'il y a, et qui se rapporte un peu à ça, je pense, je vois qu'il y a un mélange de langues qui arrive de façon non naturelle, donc je pense que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire produit par l'individu comme manière de se faire remarquer ou montrer son appartenance et ou intégration à la culture d'accueil, dans ce cas-là. Et elle donne l'exemple de, si on disait en portugais, estou com saudades, donc portugais du Brésil, de vosotros, portugais du Portugal. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu un phénomène comme ça? Et surtout, est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de... Est-ce que c'est une commutation de code si on a deux versions différentes de la même langue? Ou est-ce qu'on ne considère pas ça comme une commutation de code? Mais c'est ça, parce qu'en portugais du Portugal, je ne savais pas qu'il avait le mot vosotros. Après Jordela, oui. Voilà, ben, OK. Pour moi, c'était juste un mot c'était de l'espagnol. Que je ne sais pas d'ailleurs quelle est la différence entre usted et vosotros. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, je comprends, j'imagine que le sens de la question, c'est par rapport donc, au mélange des langues non naturelles, donc au fait que on prenne la... Ouais. Oui. Je me demande si elle ne voulait pas dire, parce qu'elle a mis un commentaire après, espagnol, oui, c'est ça. De l'espagnol à la fin, oui, parce oui. qu'elle a mis portugais du Portugal, mais après, à la fin, elle a changé par espagnol, de dire... OK, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est de la commutation. Oui. Donc, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la langue, elle est aussi un instrument politique. Donc, si je décide, quand j'ai décidé, par exemple, de vous saluer au début dans le chat, saludos et bonsoir, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de communiquer avec vous dans votre langue, en général maternelle aussi, dans la langue du pays qui m'accueille dans cette conférence, même si ce n'est pas tout à fait une langue que j'utilise au quotidien. Donc, la langue, elle porte en soi ce côté politique. Je reviens encore une fois au Canada. Puisque le français est une langue minoritaire, il y a beaucoup de francophones et qu'il y a des lois qui déterminent que des services en français doivent être offerts. Il y a des francophones qui vont, par exemple, aller, je ne sais pas, dans les bureaux pour le permis de conduire. Et donc, ils vont se faire saluer de Good morning. Et on va juste dire bonjour, j'aimerais avoir le service en français, s'il vous plaît. Donc, ce sont des gestes linguistiques qui font partie, en fait, de ce qu'on appelle la glottopolitique, la glotto-linguistique. Oui, la glotto-linguistique. Je pense que je me trompe le terme. Je suis fatiguée déjà, mais c'est-à-dire que les politiques linguistiques et les planifications linguistiques, ça reste beaucoup dans le domaine des planificateurs, des hommes, des femmes, des politiciens, des groupes de pression. Mais chaque individu est un acteur politique et peut exercer de la pression en termes de politique linguistique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses isolées. Donc, il y a eu un exemple dans une ville ici au Canada qui s'appelle Dieppe, dans l'Est du Canada. Ils ont décidé, donc d'abord, ils ont approuvé, ils ont passé un arrêté
sur l'affichage bilingue. Donc, toute la signalétique, tout ce que nous voyons en termes des langues écrites, je regarde là-bas parce que c'est la rue, doit être bilingue, doit être français et anglais. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des campagnes citoyennes. Donc, on va aller de commerce en commerce pour sensibiliser de l'importance d'avoir l'affichage bilingue. Ou bien, on va arriver dans un commerce qui est une affiche en anglais, va parler en français. Donc, oui, il y a ce mélange non naturel, mais il est en général un choix politique. Ok. Merci beaucoup. Ça me fait penser à quand j'étais partie en Belgique l'été dernier. Et je me disais, comment est-ce qu'ils choisissent dans telle rue, c'est en français d'abord, dans telle autre rue, c'est en néerlandais d'abord, et jamais c'est en allemand, alors qu'on sait qu'en Belgique, il y a 3 langues officielles. Et j'avoue, j'ai pas du tout, j'aimerais bien approfondir cette question, j'ai pas du tout résolu le problème, l'équation de dans quel sens on met les langues dans l'affichage public et même dans l'affichage au niveau de la circulation en Belgique. On va prendre juste une dernière question, un dernier commentaire, parce que, On peut... et parce que Janaïna, déjà, je comprends, toi, tu étais un petit fatiguée, et aussi, on a Andrea qui, derrière, est en train de tout traduire, et c'est un travail monstre de faire ça, et malheureusement, on ne peut pas lui imposer de traduire pendant des heures. Donc, je vais prendre le dernier commentaire. Je vais traduire aussi au cas où il y a des gens qui ne comprennent pas l'espagnol. En ce qui concerne un commentaire de Anna Cecilia, en ce qui concerne la formation des professeurs de langue, sont-ils sensibilisés à ces problématiques dans les plans de formation et de quelle façon? Évidemment, c'est une question qui nous intéresse beaucoup à l'Institut français parce qu'on travaille, comme vous le savez, sur les formations des enseignants de langue. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de sensibilisation dans des plans de formation, Janaïna? Moi, j'en donne beaucoup. Et c'est-à-dire que les enseignants, en général, ils sont avides de ces types d'approches plurilingues et sur la diversité du français. Parce que, en général, je m'excuse de le dire, mais les manuels d'enseignement des langues du français ne travaillent pas avec une grande diversité. Donc, parfois, quand il mentionne la francophonie, c'est parfois 1 page, 2 pages, mais pas avec beaucoup de matériel, audio, lecture et tout ça sur la diversité. Donc, les professeurs, je vois une grande ouverture. Et je vois aussi une certaine peur mais donc, qu'est-ce que je vais enseigner pour de vrai, ou disons, de s'éparpiller un peu dans toutes les variétés des langues et de ne pas rester de ne pas offrir à l'apprenant une logique dans un fil conducteur. Logique. Donc, je vois ça. Il y a énormément, il y a justement une recherche qui a été faite au Brésil avec des enseignants et des futurs enseignants de français. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à d'autres variétés de français. Donc, à la fois, les enseignants, ils sont avides, ils veulent le faire, mais il y a des variantes que je trouve, littéralement, c'était le résultat de la recherche, qu'on trouve un peu laides, qu'on associe à 2 classes sociales inférieures, donc pas des avocats, de médecins, comme c'est le cas de l'accent plus franco-français. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la sensibilisation assez linguistique, je dirais, donc de juste reconnaître les langues comme elles sont dans leur richesse
et un travail de didactisation de matériel donc pour être capable de travailler avec, d'apporter à l'apprenant une suite logique de contenu, mais tout en misant sur la diversité. Donc, c'est un travail d'envergure, mais je sens une ouverture. Je sens une grande ouverture. Je vais juste répondre, si tu me permets, Héloïse, donc Bien la sûr. dernière question, parce que le langage inclusif, c'est un défi davantage difficile pour le plurilinguisme, parce que ça, c'est une thématique très importante. Non, je ne pense pas. Je pense justement que le plurilinguisme, il tend à favoriser le langage inclusif parce qu'il permet d'aller au-delà d'une seule langue. Donc, il permet parfois même de conjuguer, par exemple, des pronoms de plusieurs langues ou la manière de penser d'une des langues en contact, qui a, par exemple, le pronom neutre ou d'autres pronoms que nous ne connaissons même pas parce qu'on travaille dans le binaire. Donc, je pense que le plurilinguisme, il peut favoriser le langage inclusif. Merci beaucoup, Janaïna. C'était vraiment très, très intéressant pour ouvrir le débat, en fait, au moins parmi les profs de français. C'est vrai qu'il y a cette question de savoir comment on peut enseigner diverses variantes du français. On sait qu'en France, par exemple, on souffre de glottophobie. Je ne sais pas si, c'est-à-dire qu'il y a des accents qui sont tolérés et d'autres qui ne sont pas du tout tolérés, même dans le monde du travail, etc. Et c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder une autre fois, parce qu'il existe très certainement dans d'autres pays. Mais je pense qu'aussi pour les profs de français, c'est important de l'enseigner pour une question aussi de compréhension. Parce qu'on ne va pas forcément, en tant qu'apprenant, se retrouver que face à Oui. des Parisiens qui vont parler d'une façon extrêmement standard ou des gens de l'ouest de la France. Et en fait, rien que pour ça, déjà, c'est important. Et quand on apprend le français, on ne va pas forcément l'utiliser qu'en France, on va l'utiliser peut-être au Canada, au Cameroun, au Sénégal, je ne sais où. Et pareil pour le portugais, par exemple, on ne va pas forcément utiliser qu'à Lisbonne. Donc aussi, pour ça, c'est important. Et c'est important aussi de sensibiliser les profs de français à ce que tu parlais, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'action, en fait, en faveur du plurilinguisme. On a chez nous le plaisir de travailler avec Ignacio Reyes, qui travaille beaucoup là-dessus, qui est un prof que tu connais sûrement, qui est un prof de français très actif, vraiment au niveau politique pour la langue. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la lutte pour le plurilinguisme en incluant que le français, évidemment. Oui. L'idée, c'est, là, on est plutôt avec des gens qui parlent français, mais d'inclure les autres langues étrangères, les langues de migration qui sont, je vous rappelle, pour plus de 90% des cas, la langue d'immigration au Chili, c'est le créole haïtien. Donc, c'est très bien que tu en aies parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup de migrations au Chili viennent de pays hispanophones. Et ceux qui ne sont pas hispanophones, 90% sont de créolophones haïtiens et 10% sont d'autres langues étrangères, peut-être le chinois, etc., le français, je ne sais pas. Et donc, c'est important. Et évidemment, les langues indigènes sont évidemment extrêmement importantes. Et c'est pour ça aussi, je vous rappelle qu'on organise ce cycle de conférences avec l'Institut français, l'ambassade de France. Je te remercie énormément, Janaïna, c'était très, très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion plus tard de pouvoir travailler avec toi sur ces sujets-là. Je remercie bien sûr tous les participants. Merci beaucoup aussi à Andrea qui a assuré une traduction, je suis sûre qu'elle est excellente, même si moi j'ai suivi la conférence en français. Et merci beaucoup. Pour ceux qui avaient des questions, n'ont pas réussi encore à avoir de réponse à leurs questions, je pense que vous pouvez, Janaïna avait donné son adresse mail tout à l'heure, vous n'hésitez pas à la contacter ou à nous contacter par ces messages. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Le mois prochain, au mois de juin, on aura une nouvelle conférence sur ce sujet. Vous en saurez plus très bientôt. Et puis, voilà, on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Janaïna.
Mais je voulais juste en fait vous féliciter. Je vois de plus en plus les consulats, les ambassades de France, surtout en Amérique latine, mais aussi j'ai déjà donné des formations pour le FLE international. Donc, je vois cette ouverture, cet intérêt et c'est à féliciter. C'est vraiment, c'est du renouveau pour le FLE et c'est important, ça contribue, par exemple, dans le cadre de ce cycle, au débat sur place au Chili sur le plurilinguisme. Donc, c'est très, très important. Là, vous félicitez de l'initiative. Merci beaucoup et merci surtout de la rendre vivante avec ta présence. Merci Janaïna au nom de l'Institut français et de l'ambassade de France au Chili et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conférences sur ce sujet. Merci et bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.